le symposium de Boehringer Ingelheim, qu'on remercie au passage. On le remercie donc d'avoir organisé ce symposium, on le remercie de nous avoir choisi pour modérer cette session et d'avoir choisi surtout le professeur Wiam Khattabi, qui va nous parler des fibroses pulmonaires progressives, du diagnostic au traitement, les défis en pratique. C'est un sujet qui fait couler de plus en plus d'encre, c'est une pathologie qui est de plus en plus fréquente et surtout qui est assez large et variée. À toi la parole, Wiam. Merci, cher ami. Donc, j'ai le plaisir de parler de la fibrose pulmonaire progressive tout en étant pratique. Alors, les pneumopathies infiltrantes diffuses sont une entité rare, certainement, mais de plus en plus diagnostiquée. Et elles représentent une pathologie diversifiée, classée en différents groupes selon la cause, c'est ce qu'on fait d'habitude, mais le nouveau concept, c'est selon le comportement de la maladie, puisque certaines étiologies ont un taux de mortalité élevé et une évolution imprévisible. Alors justement, l'évolution pour la même maladie peut être très variable. On a des maladies qui peuvent être complètement réversibles, c'est le cas des bronchiolites respiratoires, des maladies réversibles mais avec risque de progression à surveiller au long cours, donc comme les pneumonies organisées cryptogéniques ou les PID desquamatives, les pathologies avec stabilisation, mais avec une maladie résiduelle comme certaines PINS fibrosantes. Et puis on a les maladies évolutives irréversibles avec potentiel de stabilisation. Et enfin, ce qui nous inquiète le plus, c'est les maladies évolutives et irréversibles malgré un traitement. C'est le cas essentiellement de la FPI, mais aussi des PINS fibrosantes. Et donc, comme vous le savez, on classe les PID selon leurs étiologies, mais certaines étiologies inquiètent particulièrement parce qu'elles ont un potentiel évolutif avec une mortalité importante. Avec en tête la fibrose pulmonaire idiopathique suivie non loin par les PINS fibrosantes en matière de pneumopathie infiltrante idiopathique. On a également les maladies auto-immunes et particulièrement la polyarthrite et la sclérodermie, sans oublier les IPAF où vous avez de l'auto-immunité mais pas assez de critères pour retenir les maladies de système. Et puis on a les pneumopathies d'hypersensibilité chronique fibrosant et la sarcoïdose, avec une petite mention pour les pneumopathies interstitielles inclassables. Bien qu'elles soient inclassables, il faut vraiment les suivre parce que leur pouvoir évolutif, il est très important. Alors, on est donc devant un contexte particulier parce que la fibrose pulmonaire progressive n'est pas une maladie, c'est un comportement de la maladie. Et donc, on a plusieurs pathologies, comme vous l'avez vu, avec la FPI au centre, qui est connue pour la fibrose progressive d'emblée, et qui peuvent mimer justement la fibrose pulmonaire idiopathique et être fibrosant. Alors, pourquoi s'intéresser à la fibrose? Parce que la fibrose, c'est fréquent et ça touche tous les organes. Et en plus, la fibrose, c'est une des causes de décès importants dans le monde. Elle est aussi une cible thérapeutique et ce qui est important à concevoir, c'est que même si la fibrose est irréversible, elle a cette nature hautement plastique sur laquelle on peut jouer pour réduire son impact sur le profil clinique et fonctionnel des patients. Alors, on va voir un petit peu cette fibrose pulmonaire progressive, on va essayer de la démystifier en quelques questions. Alors d'abord, c'est quoi? Alors d'emblée, il faudra distinguer la fibrose pulmonaire idiopathique et la mettre de côté. Pourquoi? Parce que certes, c'est une fibrose pulmonaire, mais la progression, elle fait partie intégrante de la définition. Dès le moment où on posera le diagnostic, il faut le confirmer, le traiter. On n'attendra pas l'évolution parce qu'on la connaît très bien maintenant, elle est rapidement progressive et très mortelle. Par contre, à côté, on a un autre profil de PID qui sont fibrosants, qui vont progresser et qui sont non FPI. Donc, on va exclure la FPI pour retenir la dénomination finale qui est la fibrose pulmonaire progressive. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va noter une progression malgré un traitement optimal pour la maladie sous-jacente. Donc on a une nouvelle entité, donc c'est très récent, et le problème c'est que cette entité inquiète. Pourquoi? Parce qu'elle mime la FPI dans son évolution. Et pourquoi ça nous inquiéterait si elle mime la FPI? Parce que rappelons-le, la FPI est une maladie très inquiétante, très mortelle, et regardez ici, quand on compare le taux de mortalité, elle se rapproche du poumon et du pancréas qui sont les cancers les plus mortels. Comme vous voyez, on survit mieux avec un cancer du côlon, du sein ou du rein que plutôt d'une FPI. Pareil, quand on a une maladie chronique, c'est qu'il y aura forcément des poussées aiguës, donc les exacerbations, et chaque exacerbation réduit le taux de survie. Donc à 5 ans, vous aurez seulement 42 patients qui sont encore vivants.
Donc c'est une maladie grave et si la FPP lui ressemble, donc on aura premièrement une aggravation de la fibrose elle-même, une altération de la qualité de vie par altération des signes respiratoires et de la fonction respiratoire. Donc il y a urgence à comprendre ce qui se passe. Et d'où la deuxième question, qu'est-ce qui se passe réellement en matière de FPP? Ce qui se passe un petit peu dans la FPI à quelques différences près. Et voilà, c'est un processus assez complexe, mais je mettrai cette ligne pour séparer. La première partie, sur votre gauche, c'est le début de la maladie, c'est plutôt de l'inflammation. Sauf que l'inflammation, à un moment, va stimuler les cellules comme le macrophage, le PNN ou surtout les lymphocytes T pour initier une réponse immunitaire spécifique. Et du coup, qu'est-ce qu'on aura? On aura la libération de médiateurs à type d'interleukine, de TGF-bêta ou de TNF qui vont favoriser la stimulation des fibroblastes. Et le fibroblast va se déposer en tant que matrice extracellulaire qui va donc donner un poumon qui a tenté de faire la réparation des lésions épithéliales ad integrum. Or, il a fait la réparation par de la fibrose qui va réduire sa fonction. Alors, troisième question, qu'est-ce qui va révéler cette fibrose pulmonaire progressive? Alors, malheureusement, ce seront des symptômes à type de dyspnée qui va s'aggraver dans le temps, qui va très peu inquiéter le malade, mais aussi le médecin. Donc, du coup, on aura un retard diagnostique. Il y aura aussi ici la PID déjà connue, donc un déclin de la fonction respiratoire par rapport aux explorations initiales. Et on aura du coup une mauvaise réponse au traitement initial entamé depuis quelque temps. Et on voit qu'il n'y a pas de réponse sur le plan pulmonaire. Plus la dégradation de la qualité de vie de patients, c'est ce qui les concerne particulièrement. Alors, quelles maladies sont concernées? On les a vues tout à l'heure, donc avec une mention particulière pour la sclérodermie, pour la PR, pour les PINS, pour les inclassables, d'accord? Donc, en fait, vous avez plusieurs étiologies qui ont une évolution qui peut se faire jusqu'à un tiers des cas vers la fibrose progressive. Et donc, un petit rappel, donc regardez, il y a ces étiologies particulièrement, et donc il faut les retenir parce que ça méritera une attention particulière quand il s'agit de ces maladies. Alors, quelles sont quelques-unes parmi les maladies impliquées? Donc, la PINS idiopathique, elle sert de meilleur pronostic que la FPI, mais son pronostic va être altéré, surtout en présence d'un pattern PIC associé à l'histologie. En présence d'une histologie pure de PINS, mais une clinique qui nous orientait d'abord vers la PH, et c'est finalement on découvre que c'est une PINS, et un déclin fonctionnel rapide au bout de 6 mois. Et comme vous voyez ici sur le scanner, une aggravation qui est très très claire. Donc vous voyez un petit peu l'agressivité de l'évolution. La deuxième entité, ce sont les pneumopathies d'hypersensibilité chronique, donc ils vont fibroser et progresser. Surtout quand on sait que la médiane de survie passe de 5 ans versus 17 ans pour les formes non fibrosantes, là on va s'inquiéter. Alors les facteurs de progression, c'est l'absence d'identification de l'antigène et donc on ne fera pas d'éviction, donc la fibrose va se maintenir et progresser. Le fait qu'on a sur le scanner un pattern PIC ou PINS associé et surtout si on a une histologie PIC associée, eh bien c'est un autre élément de mauvais pronostic. Alors les connectivites, elles sont toutes à potentiel progressif, mais avec particulièrement deux, la sclérodermie, mais je vais commencer par la polyarthrite rhumatoïde, où la PID fibrosante représente 10% du total des PR, et les facteurs de risque de progression sont le tabagisme, un pattern PIC ou PINS et les exacerbations aiguës. Pour la sclérodermie, elle inquiète parce que la PID avec l'HTP sont la première cause de mortalité. Les patterns PIC sont fréquents et inquiètent, mais on peut aussi avoir un pattern PINS. Et il y a un risque de progression lorsque l'extension de la fibrose au scanner dépasse 30% ou lorsqu'elle est moins de 30%, mais elle s'associe à une baisse de la capacité vitale forcée. Et regardez, en 4 ans, regardez la progression nette de cette sclérodermie. Alors, un petit mot sur les IPAF, c'est quand vous avez de l'auto-immunité, mais pas assez de critères pour une maladie de système. Donc, elles méritent surveillance certainement, mais elles sont un profil progressif. Et surtout, le profil est beaucoup plus inquiétant lorsqu'il y a un pattern PIC, donc UIP en anglais, donc qui ressemble à celui de la fibrose pulmonaire idiopathique. Enfin, la sarcoïdose, une pathologie très fréquente chez nous, au stade 4, eh bien, on sait très bien qu'on ne peut plus parler de maladies bénignes comme dans les stades précoces, et justement, c'est un profil aussi progressif.
Enfin, un petit mot sur les pneumopathies inclassables. On a tout fait, on a fait un bilan, on a surveillé, puis on se rend compte qu'on n'a pas d'étiologie. Ça représente 10% des pneumopathies interstitielles idiopathiques. Et remarquez que la mortalité à 5 ans, elle est de 31%, donc c'est très important. Et parmi les facteurs de risque de mortalité, c'est une fonction altérée avec une DLCO basse et l'extension de la fibrose sur le scanner. Comme ici, en 2 ans, vous voyez un petit peu la progression de la fibrose. Alors maintenant, comment porter concrètement le diagnostic ? On va partir de critères essentiellement radiocliniques. Idéalement, on voudrait bien avoir une confirmation histologique, mais vous le savez, ce n'est pas toujours possible. Et on peut avoir certains critères spécifiques pour quelques maladies, mais on va surtout rester sur les éléments cliniques et radiologiques. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Ici, on a un pattern PIC, d'accord ? Donc, c'est un pattern qui évoque fortement la fibrose pulmonaire idiopathique. Mais pour retenir ce diagnostic, il faut absolument que j'écarte les autres diagnostics qui peuvent donner ce même pattern. Ça peut être une PHS, une connectivite, l'amiante. Donc, en fait, il y a plusieurs étiologies. Donc, je ferai un bilan clinique et paraclinique minimal. Et si je n'ai pas d'orientation vers une étiologie, je pourrais retenir la FPI. Maintenant, quelle est l'évolution ? Pour la FPI, la progression, elle est inclue dans la définition. Je n'ai pas besoin d'attendre plus de temps que ça. C'est déjà un pronostic très grave, vous l'avez vu tout à l'heure. Par contre, pour les autres étiologies donnant ce pattern PIC, pour dire s'il y a une fibrose pulmonaire progressive, il faut donc définir sur des critères très concrets la progression. Alors, pourquoi le scanner est très important ? Juste pour donc rappeler, parce que c'est un élément très important, c'est le pivot du diagnostic en matière de PID. C'est parce que ce que vous voyez là, comme rayon de miel, comme broncholectasie, etc., c'est ce que verrait l'anapath sous son microscope. Donc, il y a une très bonne corrélation entre l'image scanographique et donc ça nous éviterait des biopsies et donc des prélèvements à risque pour ce type de patient. Alors, quand le patient commence à s'aggraver, il faut se dire, est-ce que d'abord il a des facteurs de risque, parmi lesquels on trouve l'âge de début avancé, la sévérité au moment du diagnostic et le déclin très précoce de la fonction respiratoire, malgré le traitement initial qui a été bien mené et qui a été bien sûr bien indiqué avant tout. Ensuite, on va, comme bon clinicien, voir un petit peu la clinique. On aura forcément une aggravation de la dyspnée. Or, ce symptôme, on l'a vu et revu, il manque de spécificité, de sensibilité. On propose des échelles comme le score de Borg ou certains scores de qualité de vie, mais il n'y a pas de score vraiment pertinent et précis. Mais c'est souvent l'exacerbation aiguë qui va nous inquiéter parce que là, l'aggravation de la dyspnée, elle est très patente. Ensuite, dès qu'on a dyspnée, on veut l'imagerie. Et l'imagerie est basée sur le scanner en haute résolution qui est important au moment du diagnostic dans un premier temps, donc pour la PID elle-même, et puis aussi dans l'évolution. Et il faut donc évaluer la fibrose et son extension. Et il faut un radiologue expérimenté et averti. Parce que regardez par exemple sur cette image, au bout d'1 an, vous allez voir que c'est minime, mais il y a une progression au vu de l'aggravation du rayon de miel et des broncholectasies. Donc il nous faut un radiologue qui sache interpréter les scanners de PID. Alors, est-ce qu'il y a un autre type d'imagerie qui peut s'associer ou même remplacer le scanner ? Donc, non, sauf pour le PET scanner qui a été plus étudié en sarcoïdose et qui montre les lésions jeunes inflammatoires. Et donc, il peut aussi prédire la réponse au traitement. Donc, on va avoir des régions fortement métaboliques contrastant avec les régions fibrotiques. Donc, on peut en tirer la conclusion quelles sont les lésions jeunes, les lésions fibrosées. Et on peut aussi prédire l'évolution sous traitement. Cependant, ce n'est pas un examen de routine, il a un caractère irradiant et coûteux et il sera peut-être discuté au cas par cas mais ne fait toujours pas partie de l'arsenal diagnostique. Maintenant, dyspnée, image de fibrose, il nous faut voir les explorations fonctionnelles respiratoires et chercher s'il y a un déclin, mais les deux paramètres validés sont la CVF et la DLCO. Après, le test de marche de 6 minutes a une connotation pronostique lorsqu'il peut être réalisé. Alors ensuite, on a le score composite GAP qui contient le sexe, l'âge et les paramètres fonctionnels respiratoires et qui prédit de la mortalité. Alors, est-ce qu'il y a des critères biologiques ? Donc, c'est l'étude InBuild qui commence à montrer des paramètres qui sont prometteurs. Alors, on a les paramètres de lésions épithéliales avec en tête le KL6 qui commence à percer à des résultats très encourageants. Il y a les marqueurs de l'inflammation, la simple CRP peut être un bon marqueur. Et puis, il y a les marqueurs de la matrice extracellulaire. Mais ça reste toujours du domaine donc, des études en cours. Alors maintenant, quels sont des critères précis ? D'accord, aggravation de la dyspnée, aggravation des images de fibrose, aggravation fonctionnelle respiratoire, mais est-ce qu'on peut avoir des critères précis ? Alors ce sont plusieurs études qui ont tenté donc, de voir la progression et l'étude phare reste l'étude InBuild.
Premièrement, pour la durée, et ça reste une étude ouverte. Deuxièmement, parce qu'elle a pris en considération les paramètres fonctionnels respiratoires, à savoir la CVF, plus de 10%, les symptômes et l'extension de la fibrose. Ces mêmes critères ont été repris dans d'autres études, comme l'étude ERIS, ou encore l'étude UILD qui s'intéresse aux PID inclassables, qui semble aussi être intéressante, mais elle est limitée aux PID inclassables, et l'étude RELIEF, qui malheureusement a été raccourcie par défaut de recrutement. Donc finalement, c'est l'étude InBuild qui a proposé des critères sur lesquels vont se baser ultérieurement les sociétés savantes. Alors l'étude InBuild a eu quand même le mérite de nous donner la chronologie de l'évolution de ce type de fibrose progressive. Et on s'est rendu compte que le temps écoulé entre le diagnostic de la PID et le développement d'une forme fibrosante et progressive, il est de 11 à 15 mois. C'est peu. Deuxièmement, il faut 9 à 12 mois pour le médecin pour détecter le phénotype progressif après l'apparition des symptômes. C'est énorme. Et enfin, le délai entre la détection de la fibrose progressive et le décès, il est estimé entre 30 et 45 mois. Et au total, le délai moyen, il est de 61 à 80 mois entre l'apparition du premier symptôme et le décès. Donc vous voyez un petit peu que la survie, elle est très très réduite. Et à partir de ces constats, on a eu les recommandations des sociétés savantes américaines, européennes, japonaises, Amérique latine aussi, donc, et qui ont dit que pour retenir cette fibrose pulmonaire progressive, première condition, c'est qu'il y ait une PID, d'étiologie connue ou pas, autre que la FPI, donc FPI exclue. Deuxièmement, qui est quand même de la fibrose pulmonaire. Il n'est pas logique de parler d'autres lésions que la fibrose et de parler de progression. Troisièmement, il faut qu'il y ait au moins 2 des 3 critères suivants. C'est ce qu'on a vu auparavant. Les anomalies cliniques et surtout la dyspnée, les anomalies radiologiques, donc de fibrose qui s'aggravent, et l'aggravation des paramètres fonctionnels. Alors, commençant par la dyspnée, il n'y a pas de score validé, mais on verra donc une dyspnée qui s'aggrave dans le temps pour les efforts de plus en plus minimes. Il y a les échelles proposées, et donc on va l'évaluer, mais ça reste un petit peu vague. Alors, il y a le scanner qui est quand même la pierre angulaire. Qu'est-ce qu'on va y chercher? Premièrement, est-ce qu'il y a eu augmentation de l'étendue ou de la sévérité des bronchectasies ou bronchiolectasies? Deuxièmement, l'apparition de verres dépolis. Or, c'est un verre dépoli avec bronchectasie de traction, ça veut dire que c'est un verre dépoli de fibrose, ce n'est pas une lésion jeune. Deuxièmement, l'apparition de nouvelles réticulations. Ensuite, l'extension ou la sévérité de ces réticulations, des réticulations existantes, l'apparition d'un nouveau rayon de miel et la perte de volume pulmonaire. Donc, il est très important de regarder les signes orientant vers la perte de volume pulmonaire. Et enfin, on va faire les explorations fonctionnelles respiratoires pour voir si durant l'année de suivi, il y a eu un déclin absolu de la CVF de plus de 5% ou la diminution absolue de la DLCO de plus de 10%. Donc voici des critères clairs et nets avec la définition qu'on a dit, où il fallait exclure la FPI, s'assurer qu'il y a de la fibrose et de la progression sur ces critères. Alors le cas particulier de la sclérodermie, parce que vous avez vu la mortalité tout à l'heure lorsqu'il y a la PID et la fibrose, c'est qu'on va se baser sur l'extension de la fibrose au scanner. Et on l'a dit tout à l'heure, si c'est plus de 30%, c'est une maladie pulmonaire étendue. Par contre, si c'est moins de 10%, elle est limitée. Alors quand elle est étendue, il faut concevoir un traitement spécifique. Alors entre les deux, qu'est-ce qu'on va faire? On va se rabattre sur la CVF. Si elle est conservée, on va dire que la maladie elle est limitée, et si elle est basse, moins de 70%, ça va nous ramener vers la maladie étendue où la mortalité est très élevée. Rappelez-vous de la survie à 5 ans d'à peu près 32%. Alors maintenant, que faire? Premièrement, toutes les décisions pour valider le diagnostic ou ultérieurement le traitement doivent passer pour la DMD. Et en matière de fibrose non FPI, la DMD fait très bien et on a une corrélation entre les données des différents acteurs de la DMD, que ce soit les pneumologues, les radiologues, les pathologistes, etc. Donc, on n'a pas de discordance qu'on peut éventuellement noter par exemple dans la FPI. Et on fera un raisonnement très classique que vous connaissez tous, clinique, scanner, considérer le lavage, voir dans quelle catégorie on est qu'on a une étiologie ou pas, est-ce qu'on est dans l'inclassable. Ensuite, si un traitement de première intention à instaurer rapidement, puis monitorer et dire finalement sur les critères précités, est-ce qu'il y a de la progression. Pourquoi tout ceci? C'est pour tenter de traiter. Pourquoi on traite? Parce que d'abord, on n'a pas un traitement à la base curatif pour la maladie sous-jacente. On ne traite pas la cause. Ce qu'on veut, c'est freiner la progression et c'est une urgence. Parce que l'objectif final, c'est de réduire la morbidité, mais surtout la mortalité et d'améliorer la qualité de vie du patient. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va faire?
Pour la FPI, c'est le traitement antifibrosant. Pour les formes non FPI, mais qui progressent, il faut d'abord porter le diagnostic, donc le diagnostic de la PID elle-même, la surveiller tout en instaurant le traitement conventionnel de référence, et ensuite, si progression, il faut stopper la fibrose par un traitement spécifique parce que le traitement initial n'a pas été efficace sur l'atteinte pulmonaire. Alors, quel antifibrosant? Pour le moment, il y a une seule molécule qui a l'AMM, c'est le nintédanib. La pyrphénidone est aussi un bon antifibrosant, donc il y a eu des études très prometteuses mais qui ont été vite stoppées et c'est par manque de recrutement, donc il n'y a pas assez de recul. Donc pour le moment, il n'y a que le nintédanib qui a été validé et ce par toutes les instances, qu'elles soient américaines, européennes et même françaises ici, qui disent que dès que vous portez le diagnostic de la forme progressive, il faut instaurer le nintédanib. Par contre, pour la pyrphénidone, ils recommandent d'autres études, peut-être la recommander dans le futur, mais dans l'immédiat, c'est le nintédanib. Et c'est quoi le nintédanib? C'est un inhibiteur de la tyrosine kinase. Alors quand vous entendez TKI, donc tyrosine kinase inhibitor en anglais, ça nous ramène à quelque chose qu'on a connu dans le passé comme des traitements qui ont révolu le pronostic de certaines maladies. D'abord, une tyrosine kinase, c'est quoi? C'est une enzyme, son nom le représente bien, et elle module la régulation et la vie d'une cellule, donc l'apoptose. Après, l'imatinib a été le premier inhibiteur de la tyrosine kinase qui a révolutionné le pronostic de la leucémie myéloïde chronique. Ensuite, on a utilisé pas mal d'inhibiteurs de la tyrosine kinase dans les cancers, notamment du poumon. Et puis, on s'est dit, pourquoi pas dans les troubles non malins, et on s'est rendu compte, donc, entre autres, il n'y a pas que la fibrose pulmonaire, que ça pouvait être des traitements assez efficaces. Alors, que fait le nintédanib particulièrement? Au fait, il bloque bien sûr les voies favorisant la prolifération des fibroblastes, mais aussi il agit sur le facteur vasculaire. Donc, en plus, on va éviter le remodelage. Ensuite, il va bloquer les fibroblastes et leur transformation en myofibroblastes. Donc, on va peut-être réduire un peu la plasticité, c'est la caractéristique que j'ai mentionnée tout à l'heure, parce que la fibrose est forcément irréversible, mais on peut agir sur ces processus-là pour stopper déjà et peut-être réduire l'impact de la fibrose sur la fonction pulmonaire. Et justement, c'est cet impact qui a été recherché par l'étude INBILD, une étude en double aveugle qui a comparé le nintédanib au placebo et qui a quand même un petit bémol, c'est que l'Afrique n'est pas du tout représentée, mais bon, c'est une étude multicentrique à grande échelle. Elle a inclus les sujets adultes et ici, on a encore une fois exclu les fibroses pulmonaires idiopathiques pour nous intéresser à cette progression. Donc, on a mis quand même certaines limites, comme une CVF supérieure à 45%, une DLCO supérieure à 32%, et on s'est basé sur les critères de progression précédemment décrits. Et on a exclu les patients qui ne répondent pas, et puis avec une attention particulière en cas d'atteinte hépatique chez les patients à risque hémorragique important et chez les patients qui ont une hypertension pulmonaire très évoluée. Et alors, on a inclus des étiologies très diverses, mais ce sont les étiologies fibrosantes qu'on a vues tout à l'heure, comme la PHS, comme les maladies auto-immunes ou les IPAF, comme les PINS. Donc, ce sont des pathologies à pouvoir progressif et fibrosant. Et on sait ici, donc le premier paramètre et le paramètre principal a été la chute de la CVF. Donc on a eu des mesures répétées et ça a été après étudié au bout de 52 semaines. Et ça a été aussi, il y a eu un modèle de régression basé sur les données de la CVF et des données scanographiques. Alors il y avait aussi d'autres points secondaires que j'aborderai tout à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on trouve? D'abord pour la fonction respiratoire, c'est très parlant quand même. Quand on voit le bleu foncé ici du nintédanib, vous avez quand même un ralentissement de la chute de la CVF par rapport au placebo. Quand on prend la population totale, vous voyez qu'il y a une différence statistiquement significative, mais cette différence est encore plus marquée quand vous prenez la population qui a un pattern pic, donc elle mime encore plus le pronostic de la FPI. Alors ensuite, deuxième critère secondaire mais important, c'est la survenue d'exacerbations et de décès. Et là encore, vous voyez que la différence, elle est statistiquement significative entre le nintédanib et le placebo. Donc ça prévient l'évolution vers les exacerbations et la mortalité par poussée de fibrose.
Alors ensuite, un questionnaire qui intéresse plus le patient, les symptômes. Donc le questionnaire K-BILD, qu'est-ce qu'on remarque? Bien que la différence n'est pas statistiquement significative, mais c'est net, la réponse du nintédanib elle est dans le versant positif et la réponse du placebo est dans le versant négatif, et ça mériterait de continuer les études pour voir est-ce que ce sera plus pertinent plus tard. Pareil, ce questionnaire K-BILD est plus pertinent lorsqu'il s'agit d'un profil PIC, donc un profil qui mime la fibrose pulmonaire idiopathique. C'est encore plus parlant, la différence est encore plus parlante. Alors, est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Oui, certes, minimes, dominés par la diarrhée qu'on peut gérer, mais des fois, il faut adapter les doses, donc réduire les doses pour maintenir le traitement. Alors, est-ce qu'il y a des nouveautés? Dans l'ATS 2022, c'était le sujet phare et ils ont parlé de plusieurs essais thérapeutiques tout en insistant sur le fait de distinguer les profils PIC et non PIC, donc UIP ou non UIP en anglais. Ça veut dire que lorsqu'on a un profil PIC, on se rapproche plus du pronostic de la FPI, et dans les formes non UIP, le pronostic peut être un peu meilleur, mais toujours réservé. Alors, deuxième point qui a été largement adopté, c'est est-ce qu'il faut faire des études génétiques, étudier les télomères particulièrement, qui aggravent l'évolution vers la fibrose. Et donc, il y avait au fait des controverses, donc pour l'un qui disait que la recherche devrait être systématique et pour les autres au cas par cas. Ensuite, quelle est la place des antifibrosants? Alors, il y avait aussi une controverse de les maintenir après l'échec des thérapies de première intention, et pour d'autres, pourquoi continuer à perdre du temps, puisque, par exemple, pour la sclérodermie, on sait qu'il est urgent de les démarrer, mais ça restait une controverse. Et puis, enfin, donc, le RAGO, on le retrouve dans toutes les études, donc, a souligné que pour le moment, on bénéficie du nintédanib comme thérapie de référence et que la pyrphénidone mérite des études complémentaires. Alors, ce RAGO, j'ai eu l'occasion de le voir lors d'un webinaire. Voilà à quoi ressemble RAGO que vous trouvez dans toutes les publications. Enfin, cette étude, elle est forte sur le plan statistique épidémiologique. Pourquoi? Parce qu'elle a eu un bon recrutement, les malades n'ont pas abandonné, donc vous avez plus de vert que de rouge, donc les résultats sont pertinents. Enfin, c'est simple, vous retenez en dehors de la fibrose pulmonaire idiopathique où il faut démarrer l'antifibrosant, vous retenez l'une des étiologies dont on vient de parler, vous démarrez les thérapies spécifiques ou les Vixons par exemple pour la PHS, et s'il y a progression, il faut considérer rapidement l'antifibrosant avec le traitement non pharmacologique. Et enfin, pour conclure, c'est une pathologie fréquente qu'on commence à diagnostiquer, qu'il faut voir les critères cliniques, scanographiques et fonctionnels qui progressent dans le temps, discuter ces cas dans les DMD, la place du nintédanib est confirmée, rappelez-vous que le pronostic se rapproche de la FPI, d'où l'intérêt d'un diagnostic et d'un traitement précoce, et je vous remercie. Merci, professeur Tabi, pour cette excellente présentation qui va sûrement susciter des questions de la part de l'assistance. Donc, je donne la parole. Donc, deux questions d'abord. D'accord. Professeur Hammi. Oui, micro. Merci, professeur Tabi, pour cette excellente présentation. Alors, ma question, c'est par rapport à l'extension de l'indication du nintédanib concernant les PID fibrosantes. Alors, lorsqu'on voit les critères sur lesquels on doit se baser pour pouvoir justifier l'indication, il y a la clinique avec un caractère non spécifique, surtout que la fibrose survient chez le sujet âgé. Et on a vu le matin donc, le problème de perception de la dyspnée chez le sujet âgé. Et se base sur la capacité vitale avec un différentiel qui n'est pas très net, et on peut avoir même une variation intra-individuelle concernant la capacité vitale, et bien sûr donc, le scanner scalographique qui reste jusqu'à maintenant sur de l'appréciation visuelle. Alors, le fait d'avoir des critères de prédilection, c'est pour pouvoir les utiliser, pour pouvoir créer en fait, un rassemblement des critères qui sont composites, incluant ces paramètres-là pour pouvoir inclure beaucoup d'autres malades qui sont éligibles à la fibroscopie et au traitement antifibrosant. Alors, qu'est-ce que vous pensez par rapport au rajout des autres critères, que ce soit les anticorps, par exemple, les anticorps anti-CCP pour la PR qui est fibrosante, ou bien donc une CRP qui est très importante, ou bien une réduction de test de tolérance à la marche, par exemple? Merci beaucoup. Oui.
merci pour cette remarque très pertinente. Effectivement, il y a des limites à la dyspnée, à l'évaluation de la dyspnée. Les explorations fonctionnelles respiratoires ont été largement débattues dans les recommandations. Alors au fait, idéalement, quelqu'un d'expérimenté, que ce soit le même opérateur qui refasse les explorations fonctionnelles respiratoires, chose qu'on n'a pas tout le temps. En plus, donc effectivement, c'est voilà, la limite, elle est très très restreinte. Et du coup, c'est le scanner qui reste la pierre angulaire. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait d'avoir de bons scanners qui répondent aux critères des PID et un bon radiologue qui prenne le temps de confirmer la progression. Après, ça doit toujours être discuté en DMD pour voir réellement s'il y a une progression. Mais effectivement, il y a maintenant les études biologiques, il y a des paramètres qui sont prometteurs, qui ne sont pas encore d'actualité. Et puis pour chaque étiologie, oui, il y a des marqueurs spécifiques, par exemple, pour la myosite, pour la PR. Donc on peut s'entraider de ces éléments-là pour dire que celui-là, il est peut-être à caractère progressif, mais on va revenir sur les 3 piliers pour les valider. C'est-à-dire que ça, c'est juste un facteur de risque peut-être, mais on va toujours revenir pour le moment sur les 3 critères qu'on a. Donc, d'où l'intérêt de DMD, voilà, pour rationaliser le diagnostic et l'indication du traitement. Très bien. Alors, merci, professeur Tabi. Alors, je suis désolé, on est un petit peu pris par le temps. Donc, on va laisser la place à la session suivante. Merci beaucoup. Merci.